Je suis en retard. J'ai pas vu le compteur s'écouler. Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça se passe plutôt bien, même s'il faut le dire, on est tous tristes parce que c'est le dernier tuto. Le dernier tuto Arduino. Ou presque, il y en aura peut-être d'autres, si vous avez des demandes pertinentes, si vous avez des questions, comme d'habitude, sur le Discord, etc. Faut pas hésiter et on pourra peut-être faire des épisodes spéciaux. Alors attendez, une bricole que j'ai oubliée. Salut The Boss in Fire. Voilà, le Discord. Le Twitter qui veut pas. Voilà, le Twitter. Et le YouTube pour les replays. Comme ça, vous avez tout. Alors, comme je vous avais dit la semaine dernière, aujourd'hui, ça va être un petit peu l'apogée de tout ce qu'on a vu. Parce qu'on va faire un truc un peu plus complet, un peu plus concret aussi. Et ouais, déjà. Et le truc un peu plus concret, un peu plus complet, ça va se baser sur ce qu'on a vu la semaine dernière et la semaine précédente. La semaine dernière, pour rappel, on a vu comment placer notre carte Arduino, ESP8266, blablabla, comment la faire fonctionner en mode serveur, c'est-à-dire qu'on pouvait s'y connecter de l'extérieur vers chez moi pour directement lire les informations qu'elle était en train de produire. Donc elle écoutait ce qui se passait. On a vu aussi qu'elle pouvait fonctionner en mode client, c'est-à-dire que c'est elle qui va vers un serveur quelque part sur l'internet pour envoyer des informations, récupérer, enfin faire un petit peu sa vie en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Là aujourd'hui on va mixer les deux mondes en même temps. On va faire une pseudo station météo avec ce petit capteur que je tiens dans mes mains. Hop. Avec ce petit capteur on va faire une pseudo station météo. La station météo c'est un petit peu le premier projet que tout le monde fait quand il fait de l'internet des objets. Salut Nili. Salut Nili. Et bah on ne va pas y couper, on va faire ça aussi. Du coup ce magnifique petit capteur qui s'appelle un DHT11 permet de nous fournir la température et l'humidité de là où il est. Il est pas cher, et il est tellement pas cher qu'il est pas précis, mais ça sera largement suffisant pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc du coup, on va reprendre les choses tranquillement, en se mettant tout d'abord avec la petite carte en mode serveur, donc on va juste relancer la petite carte en mode serveur pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors, hier, quand je faisais mes tests, et hier soir quand je faisais le live, on a eu quelques soucis. Je sais pas pourquoi, si c'est pris un jeton ou quoi que ce soit, ou si le fait qu'elle soit sur la breadboard, ça y fait pas plaisir. C'est vrai que j'ai pas testé ça, c'est peut-être ça en fait. Toujours est-il qu'elle commence à déconner un petit peu, donc on va voir ce qui se passe. Si je l'avais pas sur la breadboard, sans la péter. Parce qu'en fait, la breadboard, vous le savez, à l'intérieur, c'est des pistes en cuivre. Je peux peut-être vous le montrer. À l'intérieur, bon, on voit pas très bien, mais il y a plein de pistes en cuivre. Et le fait que nous, on travaille avec des petites ondes Wi-Fi, peut-être qu'elle aime pas trop qu'il y ait du cuivre en dessous. Enfin bref, on va tester comme ça. On va remettre la petite carte en marche. Et on va juste faire un programme tout bête, un programme serveur. Donc on va reprendre le programme qu'on a vu la semaine dernière. Alors, tuto mercredi, ça sera cette partie-là. Et on va rajouter les choses une par une. Alors tout d'abord, si vous vous rappelez, on avait besoin de la bibliothèque qui contient toutes les fonctions qui concernent le Wi-Fi. Donc ESP8266 Wi-Fi.h. Là on aura tout le glossaire de ce qui est possible à faire avec pour le côté Wi-Fi. Ensuite, on va faire un serveur. Donc il nous fallait une autre bibliothèque qui apporte ces fonctions-là. Donc c'était ESP8266 Web Server. Et après, j'avais un petit fichier que moi j'ai fait perso, qui est juste derrière, qui contient le nom de mon réseau Wi-Fi et le mot de passe de mon réseau Wi-Fi. Donc, comme l'autre fois, il est caché dans un fichier derrière, vous pouvez pas le voir, parce que j'ai pas envie de publier publiquement mes informations de mon réseau Wi-Fi, même si probablement vous êtes loin de chez moi. Ces informations-là, pour rappel, elles sont ici. SSID, password. Elles sont donc cachées ici. Et elles représentent ceci. Ensuite, on va créer un objet de type ESP8266 Web Server. Alors un objet, c'est une grosse variable, c'est un type de variable un petit peu balèze, qui est un petit peu plus complet qu'une variable toute bête comme un integer ou un char. On va l'appeler serveur, mais on pourrait très bien l'appeler mon serveur, ça sera exactement pareil. Et on va lui dire de travailler sur le port 8080. Autrement dit, pour y accéder, il faudra passer par la route qui est numérotée 8080.
Là encore, on pourrait mettre ce qu'on veut. J'aurais pu mettre 8000, j'aurais pu mettre 80, et j'ai décidé de mettre 80-80. Ensuite, on va s'occuper un peu du setup. Alors pour le setup, tout d'abord, on va se contenter de mettre en marche la voie série, histoire d'avoir voir un petit peu ce qui se passe en envoyant des informations dans la voie série. Donc on va la mettre en marche à 115 200, on va faire un petit saut de ligne, et on va préciser qu'on est relié, connecté. Alors je mets pas d'accent parce que dans la voie série il ne passe pas. A, et le nom du réseau, il va apparaître ici. On place notre carte Wi-Fi en mode station, autrement dit elle peut accéder à un routeur, et on lui dit d'essayer de démarrer avec le SSID qui est fourni là, donc le nom de mon réseau, et le mot de passe qui va bien. Ensuite, si vous vous rappelez, on faisait une petite boucle qui disait que tant que l'état de mon Wi-Fi est différent de connecté, donc son statut, son état est différent de connecté, dans ces cas-là, je fais une petite pause, je fais un petit point dans la voie série pour voir qu'on est toujours vivant, que tout fonctionne, et après, ça va pouvoir s'afficher. Tu veux voir ce que ça donne, des trucs bizarres? Je pourrais si tu veux. Mais les accents, ouais, ils sont mal interprétés parce que c'est une question d'encodage de caractères et surtout de taille de taille de table ASCII. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sert pas à grand chose pour le tuto. Une fois qu'on sortira de cette boucle, c'est qu'on est connecté. Une fois qu'on sort de la boucle, c'est qu'on est connecté à notre routeur. Donc on va l'afficher. Wi-Fi en ligne. Ouais, on va mettre Wi-Fi prêt. Adresse IP locale, donc entre mon routeur et moi, et non pas par rapport à tout l'internet. Adresse IP locale et Wi-Fi local IP. Pour l'instant, ça se contente juste de nous relier à notre réseau Wi-Fi. Maintenant, on peut, puisqu'on est connecté à l'internet, on peut, ou tout du moins un réseau, on peut démarrer notre serveur. Donc on fait un serveur.begin. Et là, pour la forme, on peut préciser que notre serveur est bien démarré. Serveur prêt. Voilà. Il ne reste plus grand chose à faire. La première chose qu'il nous reste à faire, ça va être de gérer les clients. Donc, dans la loupe, à chaque tour de loupe, je vais vérifier si quelqu'un est en train d'essayer de se connecter à ma petite carte. Si quelqu'un essaie de se connecter, il faudra réagir. Et pour réagir, on avait mis des contraintes comme ceci. On avait déclaré dans le setup, avant de démarrer le serveur, on avait paramétré en disant que sur le serveur, si quelqu'un essaie de se connecter à l'adresse racine, donc pour rappel, le slash c'est la racine, c'est l'adresse la plus haut niveau, racine. Si quelqu'un essaie de s'y connecter, alors dans ce cas-là, j'utilisais la fonction handleRoute. Donc on va la renommer, on va l'appeler racine tout simplement. Voilà. Et cette fonction, on va l'écrire au-dessus du setup. Et elle va ressembler à ceci. Dans racine, la seule chose qu'on va faire, c'est que notre serveur va envoyer au client qui vient d'essayer de se connecter, donc le client qui est en train de faire une communication avec nous, on va lui envoyer le code de réponse 200. Donc pour rappel, les codes de réponse, c'est ce qui permet à votre navigateur de savoir si tout s'est bien passé. Donc vous avez tous les codes en 200 et quelques, c'est pour dire que tout va bien. Les codes en 300 et quelques, c'est pas terrible. Les codes en 400 et quelques, c'est qu'il y a une erreur. Donc en général, erreur parce que vous n'avez pas le droit d'accéder. Erreur parce que la page n'est pas trouvée, comme le code 404. Les codes en 500, c'est que le serveur a planté, etc., etc., etc. Salut Kylian. Et après, on précise en deuxième paramètre le type de contenu qu'on renvoie. Donc là, je précise que c'est un type HTML, texte HTML. C'est ce qu'on appelle un type MIME, le type MIME. Il en existe plein, il y avait l'audio et la vidéo. Là, on met pour du web, il y a du texte au format HTML, etc., etc. Et le contenu qu'on renvoie, c'est juste une chaîne de caractères, coucou, encadrée par des balises de type titre, des balises HTML titre. Ça, c'est un HTML qui est très succinct, mais
ils fonctionnent parce que les navigateurs sont un petit peu malins, ils savent comprendre ce qui se passe. Normalement, il faudrait faire un HTML qui est un peu plus complet, avec des entêtes, etc. etc. Ici, on va au plus rapide parce que la flemme, on n'a pas que ça à faire, et à la fin, on fera pas de la gestion d'HTML de toute façon. Normalement, quand on a tout ça, notre carte est capable de fonctionner. Donc, on va le vérifier. Je vais vérifier, hop, que je suis bien comme 6. Voilà, et je cherche à envoyer mon programme. Je vous affiche la voie série juste en dessous. Et ça charge. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas. Et on tâchera d'y répondre. Hop. Et là, normalement, vous voyez, on est bien connecté. Et le serveur est prêt. Ça veut dire que si je vais sur cette adresse-là, 192.68.1.139, moi qui suis sur mon propre réseau, je peux y accéder. Et bien normalement, on devrait voir la carte qui nous répond. Donc, je vais le faire de mon côté et après je vous ouvre les portes pour que vous puissiez le tester. Effectivement, tout fonctionne. Je vérifie, je suis un peu peureux. Hop, donc vous voyez, je suis allé sur l'adresse 192.168.1.139, 8080, et effectivement, j'ai bien le message coucou qui m'a répondu. Dorénavant, si j'ouvre de mon côté la redirection de port, donc pour ceux qui ne sont pas trop au fait avec tout ça, tout ce qui est redirection de port, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube, il y a un extrait qui parle de tout ça. Hop, alors je la prépare de mon côté. Hop. Alors il faut juste que je la rallume parce que il s'est pas mis sur le même port qu'hier, donc du coup il faut que je la modifie. C'est pas drôle. C'est 139 et non pas 138. Save. Hop. Et je veux que tu me l'actives. Voilà, donc maintenant, si vous allez sur l'adresse suivante, alors je vais vous la coller dans le chat. Paf, 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 http tout ça 2.8080 slash, si vous allez ici, normalement, vous devriez avoir le message coucou qui va s'afficher pour vous aussi. Donc je vous laisse tester, me dire si tout marche. Normalement, tout doit fonctionner. Toi, tu connais l'astuce. J'ai même pas vérifié de mon côté, mais normalement, il n'y a pas de problème. J'ai la foi. Hop, tout marche. Bon, vous jouez avec la lampe, je sais pas si vous avez testé, on va dire que oui. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être d'être en mesure d'aller lire les informations de ce petit capteur. Alors, ce petit capteur, comme je vous le disais dans l'introduction, ça s'appelle un DHT11. DHT11. Il est capable de faire l'humidité et la température. Ok? Comment il fonctionne? C'est très simple. Il y a 3 fils, donc un fil noir, un fil rouge et un fil vert, que j'ai soudé avec amour et plaisir hier. Le fil noir et le fil rouge, c'est l'alimentation. Donc le fil noir, la masse, le fil rouge, le 3V3, sachant qu'il peut être alimenté entre 3 et 5 volts. Et le fil vert, ça va être le signal. Ce petit capteur, quand je lui envoie un signal à l'état haut pendant 10 microsecondes, après, lui, il va me répondre comme avec une voie série. C'est-à-dire qu'il va me renvoyer une chaîne de bits, donc des bits les uns après les autres, pour me donner d'abord la température, puis l'humidité. Comme d'habitude, moi, je suis un petit peu feignant, donc du coup, j'ai été sur internet trouver une bibliothèque qui fait le travail pour moi. Cette bibliothèque, elle est fournie. Je vais faire ça à l'envers, je vais faire comme ça. Cette bibliothèque, elle a été codée par l'entreprise Lady Ada. Lady Ada, pardon. Adafruit. Adafruit. Vous pouvez la trouver à cette page-là. Je vous la poste même si ça n'a rien d'essentiel, parce que à moins que vous utilisiez exactement le même capteur, c'est pas dramatique. Et pour l'installer, vous allez tout simplement dans la barre d'outils, outils, tout en haut.
Puis après, bah là vous pouvez pas le voir parce que ça bug, je ne sais pas pourquoi, vous pouvez pas le voir, mais il y a ensuite un bouton qui s'appelle gérer les bibliothèques, qui vous permet justement d'ajouter les bibliothèques assez facilement. Vous cherchez le nom de la bibliothèque en tapant DHT et Adafruit et ça la trouve tout seul. C'est super rapide. Pourquoi tu dis ça, Nini? Pourquoi tu dis que je suis gaucher? Et donc, une fois que je l'ai installé, dans mon programme, il me suffit de rajouter dht.h, donc qui est le nom de la bibliothèque, dht.h, et j'ai accès à de nouvelles fonctions, à de nouveaux objets, de nouvelles fonctions. Donc, tout d'abord, je vais pouvoir créer une nouvelle méga variable qui est de type dht et que je vais appeler mon capteur. Mon capteur, il a besoin de deux informations. Tout d'abord, la broche avec laquelle on va communiquer, donc D4. On va travailler sur la broche D4. Donc sur ma carte, hop, je vais prendre celle-ci. Sur ma carte Arduino, ça va être quelque part par là. C'est une broche numérique. Sur Arduino classique, on mettait juste 4, mais sur les SP8266, il faut mettre D4. Donc on va mettre D4. Et après, le nom du capteur en particulier. Pourquoi? Parce que cette bibliothèque-là, elle est capable de gérer les DHT11, les DHT12, les DHT21, etc., etc. Elle est capable d'en gérer plusieurs variantes. Donc il faut préciser quelle variante du capteur on souhaite utiliser pour pouvoir fonctionner. Ma cam est inversée? Bah non, normalement je l'inverse tout le temps sur tous les streams. Alors après, il y a peut-être des streams où elle n'est pas inversée pareil, mais en général je fais comme ça. Maintenant, pour s'en servir, ça va être assez simple, vous allez voir. Tout d'abord, on va aller rajouter... Oh non, on va le faire ici. Quand le serveur démarre, on va aussi afficher dans la voie série, on va aller afficher aussi la température et l'humidité. Juste pour voir comment fonctionnent les fonctions. Donc pour ça, je vais rajouter ces deux lignes. La première, elle prend l'humidité. Alors vous voyez, c'est un type décimal, float. C'est une variable que je vais appeler humidité, tout simplement. Et je vais reprendre mon capteur de type DHT et appeler sa fonction qui est read humidity. Donc comme d'habitude en anglais, read pour la lecture et humidity pour l'humidité. Ça va me renvoyer donc l'humidité au format float, au format décimal. Température, pareil, read temperature, et voilà, on l'a aussi. Et maintenant, je peux tout simplement aller l'écrire dans mon terminal. Humidité, deux points, hop, hop. Voilà, on va l'ajouter, on va lui dire de me l'afficher en décimal. Et on va faire pareil avec la température. Température. Température décimale. Hop, hop. Je vais renvoyer ça, et là c'est juste le test pour vérifier que mon capteur il fonctionne. Alors là, ça va échouer lamentablement parce que ma carte elle est pas branchée sur le capteur. Donc je vais juste mettre le programme dedans, parce que c'est en train de charger. C'est jamais très bon d'arrêter la carte en plein chargement de programme. Bah oui, pratique. En fait, c'est souvent ça. En informatique, tu essaies souvent de trouver les codes des autres pour t'en inspirer, histoire de gagner du temps, parce qu'il y a des gens qui ont fait les choses probablement mieux que toi avant. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Hein. Systématiquement, je trouve les choses des autres, parce que en général, ils se débrouillent très bien. Donc là, ça n'a pas marché. Vous voyez, il y a humidité NaN pour not a number, et température NaN aussi. Pourquoi? Parce que ma carte, elle était dans le vide, tout simplement. Elle n'était pas branchée au capteur. Donc je vais la relier à ma breadboard. Ah, voilà. Et je vais brancher dessus mon capteur. Donc sur D4, je mets mon signal, puis je mets la masse, et hop, tout ce petit monde. Voilà, mon capteur est relié. Je redémarre ma carte. Et normalement, la magie va opérer. Alors, est-ce que ma voie série va bien être prise? Oups, j'aurais pas dû la quitter. Voilà. Outils comme 6, nickel. Je redémarre la carte à la main. Connecter à maison. Ah, mon capteur n'a pas renvoyé de température. Pourquoi? Je suis bien sur D4, j'ai l'impression. Alors des fois,
La communication avec la capteur, des fois, il déconne un peu. Là, en l'occurrence, c'est le cas. On va essayer de faire une petite pause. On va faire ça. On va essayer de faire une petite pause avant d'aller récupérer les trucs. Peut-être qu'il a un petit temps de chauffe, donc on va faire une petite pause de 2 secondes. En fait, on pourrait même carrément faire ça dans la loupe, et comme ça on l'aurait sans arrêt. On va faire une petite pause de 2 secondes entre chaque fois qu'on va aller lire. Hop, nos données. Voilà. Alors ça va faire laguer mon serveur, parce que là je vais forcer une pause entre la gestion du client, ou des clients qui vont se connecter. Donc ça veut dire qu'il va falloir minimum 2 secondes avant d'aller interpréter ce que les clients, donc vous, êtes en train de venir chercher sur la carte. La carte se connecte. Et dans 2 secondes, voilà, effectivement. Donc le capteur, quand il y a un reset, il y a une chute de la tension et il aime pas ça. Donc il faut lui donner un peu de temps pour qu'il puisse fonctionner. Donc là, on voit qu'on a une humidité et une température. Je vais arrêter le défilement. L'humidité, elle est de 26%. Donc une humidité, ça se mesure en pourcents. 100%, vous êtes dans l'eau. Les 0%, bah, il n'y a pas d'eau dans l'air. Et température de 23 degrés à peu près. Si je m'amuse à souffler dessus, alors, s'amuser c'est un grand mot, on est d'accord, hein. Si je m'amuse à souffler dessus, normalement, l'humidité et la température vont changer. L'humidité surtout parce que forcément quand vous soufflez, il y a de l'eau dans votre souffle. Vous savez, c'est pour ça que ça fait de la fumée quand vous soufflez et qu'il fait froid. Et donc, normalement, l'humidité va augmenter. Donc vous voyez, on est passé de 26 à 30 déjà. Si je le mettais au-dessus de ma bouteille d'eau, ça serait peut-être encore pire. Donc on voit que notre capteur, il semble bien fonctionner. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, on va continuer. Et on va rajouter une route pour notre serveur. Donc maintenant, serveur. Hop, on va lui rajouter la route météo. Autrement dit, quand vous allez chercher à accéder à l'adresse blablabla adresse IP de .port / météo, on ira accéder à la fonction ici qui s'appelle météo. Et là, on va renvoyer un truc un peu plus complet. Alors, on va créer une chaîne de caractères que je vais appeler payload. J'appelle ça payload parce que par convention, le contenu qu'on renvoie, c'est ce qu'on appelle la donnée utile, la charge utile, et on appelle ça en général une payload, une charge. Et au lieu de renvoyer du HTML, je vais renvoyer du JSON, application./JSON. Et là, je vais renvoyer ma payload. Je vous rappelle que le JSON, c'est un format un petit peu particulier qui est en fait un format clé-valeur. Donc on va avoir une clé, la température et sa valeur, et ensuite une autre clé, l'humidité et sa valeur, qui sont séparées par des virgules. Pourquoi on fait ça? Pour que ce soit plus léger. Si je devais renvoyer de l'HTML, il faudrait que j'envoie une page complète HTML pour qu'elle soit bien interprétée, pour que ça soit bien fait en tout cas. Et ça serait un peu lourd, ça fait des grandes chaînes de caractères à taper dans le code, ça remplit la mémoire de la carte pour pas grand chose, donc du coup en général on préfère des formats plus légers. Comme je suis un petit peu feignant, je reprends mon code d'hier. Donc mon code d'hier il est tout simple, tout d'abord on stocke l'humidité dans un float, avec la fonction qu'on a vue juste avant, la température idem, et ensuite, dans une chaîne de caractères, donc un type string, on va stocker toute notre payload. Donc on va stocker la température, entre guillemets, donc là j'ai un premier guillemet, là j'en ai un deuxième, l'anti-slash c'est pour éviter qu'il soit considéré comme la fin de chaîne, 2 points pour séparer, puis la valeur de la température, que j'ai mis au format string, avec cette écriture là, une petite virgule, et pareil pour l'humidité. Ok, je sauvegarde ça, je vais enlever ça parce que ça fait un peu beaucoup de texte pour pas grand chose. À la limite, je pourrais l'afficher ici. Je pourrais m'amuser à faire un serial print payload. Chaque fois que vous allez vous connecter, comme ça on le verra dans la console. Ça va s'afficher dans la console. Voilà, et après ça va être envoyé. Hop, et j'envoie le programme. Pas de la fumée, c'est de la baie. Oui, t'as compris. Je prends des raccourcis. Pour l'instant, on a de la chance, ça se passe mieux qu'hier. Ma carte est prête. Et maintenant, si on essaie d'y accéder,
avec la route météo, on voit qu'on reçoit des informations. Alors, j'ai dû faire des bêtises, parce que les... Ouais, ça c'est la magie du capteur qui déconne. Ah, c'est marrant ça. Pourquoi il déconne tant que ça? Moins 12 et 141. Il part complètement en vrille le capteur. Décidément, pour le dernier stream, hier c'était pareil, on n'était pas... C'était pas la grande forme. Le capteur était pas au taquet. Alors, j'ai juste oublié un truc. Dans la voie série, j'ai pas fait de saut de ligne. Du coup, c'est un peu sale. Je vais en faire un dès maintenant. Hop. Voilà. Salut Amaury. Ouais, le capteur déconne. Et je sais pas pourquoi. Hein. Après, c'est peut-être mes petites broches qui sont pas méga fiables. J'aurais pas dû souffler dessus comme ça. Hop, serveur prêt. Alors. Ah, voilà. J'ai retouché un peu la pinoche, je l'ai remise bien dans la breadboard et ça l'a soulagé apparemment. Ah non, pas trop en fait. C'est fou ça, hein? Bon, sur le principe, vous avez l'idée, c'est-à-dire qu'on renvoie bien un truc qui est bien JSON, c'est-à-dire qu'on a une première clé, 2 points, une valeur, et ensuite une deuxième clé, 2 points, une valeur. Deuxième clé, 2 points, une valeur. C'est un peu bizarre quand même que ça renvoie un truc tout moche comme ça. Il est pas en forme mon petit capteur, hein. Pauvre petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il a? Il vit mal sa vie. Voilà, c'est carrément la carte qui répond plus. Ça recommence. Ouais, il est bizarre. Il marche pas très bien aujourd'hui. Alors après, c'est branché dans la breadboard, c'est pas ultime. Hein. C'est vraiment pas. La breadboard, le problème c'est que ça fait des connexions qui sont pas méga propres. Donc du coup, c'est pas méga ultime quoi. Mais bon, c'était ce que j'avais de mieux à faire ici. Donc c'est pas grave. On voit quand même qu'il y a une réponse, que ça semble fonctionner. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on a vu le côté serveur. Ah oui, t'avais pas vu. Oui, il faut mettre le slash météo, sinon tu vas à la racine. Donc là, on a plusieurs routes. On pourrait même mettre, par exemple. Ah tiens, on peut faire ça. En fait, si on voulait juste la température, on pourrait carrément faire un. Donc faire pareil. Prendre, hop. Mettre température. Et n'aller prendre que la température. Et là, on pourrait renvoyer par exemple au format texte, tout simplement au format texte, sans se prendre la tête, la température. Température uniquement. Donc là, j'ai plus qu'à rajouter une route. Hop, qui fait juste la température. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, ça sera pareil qu'avant. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il n'y a pas plu? J'ai oublié quel... Ah, j'ai oublié une parenthèse. Hop, voilà. Et là, du coup, si on se connecte à l'adresse température, slash température, quand le programme sera chargé dans la carte, eh bien, on aura la température. Voilà, la carte va redémarrer. Température, je prépare, serveur prêt. Donc none, ça veut dire not a number. Ouais, le capteur, mon capteur est HS. Mon capteur est complètement dans les fraises, quoi. Bon, j'en aurai un autre, j'aurais été en brancher un autre, mais j'en ai pas d'autre, alors tant pis, on fera avec. Mais c'est bizarre quand même, hier, il a très bien fonctionné. Hier, c'était la carte Wi-Fi qui marchait pas. Bon, bah je suis... Ouais, il fait vachement froid, ouais. On peut le dire. Moins 12, ouais, c'est curieux, hein. Bon, bah je sais pas.
Ouais, c'est pas grave. Sur le principe, on voit que c'est plutôt juste. Maintenant, voilà, on a vu deux choses. On a vu le côté serveur, donc la carte, on accède à la carte. Ouais, mais 12, c'est pas mieux. Ça devrait être dans les 20 et quelques, 22, 23. La carte, on peut y accéder pour avoir la température, l'humidité, etc. Donc c'est la carte qui va en position au bureau. Ça fait le chemin jusqu'à chez moi. Et on peut aussi la mettre en mode client à la fois, en même temps. Donc ce qu'on va faire, je vais vous présenter le fonctionnement de ce qui s'appelle un webhook. Donc un webhook, ça marche de la manière suivante. Alors, petit dessin, je cache ceci et je lance tac, cela. Petit dessin. Nous avons un serveur quelque part dans le monde. Nous avons un client qui va être moi. Donc, moi, je suis un routeur chez moi dans mon coin. Hop. Hop. Derrière ce routeur, il y a par exemple mon ESP8266 qui est dans mon sous-réseau à moi. Donc mon ESP8266, elle discute avec le routeur et le routeur après il discute avec Internet. Internet qui va être hop, tout là. Ça va être Internet. Internet. Hop. Voilà. Et mon routeur il discute avec Internet. C'est beau, hein? Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a des serveurs qui vous permettent d'avoir des fonctionnalités particulières. Par exemple, Discord met à disposition une fonctionnalité. Donc Discord, ça va être des serveurs de chez Discord, les méga ordinateurs de chez Discord. Il va y avoir une fonctionnalité qui va vous permettre que quand vous envoyez un message, quand vous envoyez une requête d'un type particulier à une adresse particulière fournie par Discord, eh bien, vous pourrez directement envoyer un message dans le salon de discussion que vous voulez. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire une requête vers les serveurs de Discord et ça va envoyer un message directement dans le canal général de discussion du Discord. Donc pour cela, on aura le chemin suivant. ESP8266 va passer dans mon routeur et va continuer à travers de mon routeur pour aller jusqu'au serveur de chez Discord. Cette requête, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait des requêtes de type de type GET. Et bien là, cette semaine, on va faire une requête de type POST. Le type GET, on s'en servait pour aller obtenir des données d'un serveur. Et avec le type POST, on va s'en servir pour envoyer des données vers un serveur. Donc là, on va faire ça. On va faire une requête de type POST. Et dans ce type POST, on va contenir des données. Donc là, en l'occurrence, la documentation de chez Discord nous informe que le contenu de la requête POST doit avoir un champ content qui va être le message à envoyer et pourrait aussi posséder des champs facultatifs comme par exemple un titre, une image, etc. etc., etc. Donc ça va être spécifique à Discord. Il faudra lire la documentation des services Discord pour savoir comment ça marche. Donc on va faire ça. Donc tout d'abord, hop, je vous recache le superbe dessin. Tout d'abord, on va aller voir comment fonctionne Discord, comment mettre ça en place chez Discord. Donc pour ça, je vais vous montrer tout le Discord d'un coup. La magie. Quand vous êtes sur un serveur Discord, quand vous êtes administrateur d'un serveur Discord, vous pouvez aller dans les paramètres du serveur. Et dans ces derniers, vous pouvez avoir quelque chose qui s'appelle les webhooks. Alors, je vais virer le mode streamer, parce que sinon vous ne pourrez pas voir la fenêtre. Voilà. Normalement c'est bon, vous devez voir la fenêtre. Vérifie, tout est bon. Ouais, tout est bon. Paramètres du serveur. Et quand vous allez dans webhook, sur la droite, vous pouvez créer un webhook. Donc, en créant un webhook, on va avoir accès à une adresse internet, une URL unique, qui va nous permettre d'envoyer des messages. Donc, on va appeler ça bot du mercredi. Voilà. Et on veut que les messages qu'il poste aillent dans le canal général. Donc, dorénavant, quand je ferai un post, une requête post, sur l'adresse qui est fournie ici, automatiquement, le contenu du post, s'il est bien formaté, ira sur le salon général. J'enregistre ça.
je quitte ça, et on va revenir sur mon Arduino. Hop. Donc la première chose que je vais faire, tout simplement, ça va être de stocker cette adresse. Après, j'ai encore quelques explications à vous fournir. Donc, chaîne de caractères, j'ai mis const, c'est pas essentiel, URL web. Cette URL, paf, ça va être tout ça. Je vous passe les détails, vous n'avez pas besoin de les connaître. Sinon vous allez vous amuser à spammer le Discord. Quand vous avez cette URL, vous voyez qu'elle fonctionne sous un format HTTPS. Le S qui veut dire SSL, la protection, vous savez, c'est le petit cadenas vert quand vous vous promenez sur des sites internet. Ce S va nous poser un tout petit problème. Le petit problème, c'est qu'une communication qui n'est pas HTTP classique, mais qui est HTTPS, va demander un petit peu plus d'effort de la part de notre petite carte Arduino. En effet, le fait que ça soit S, ça veut dire qu'on va chiffrer la communication. Donc ça veut dire qu'on va la passer dans une moulinette qui va la rendre incompréhensible. Tout le contenu va être incompréhensible, va être envoyé jusqu'au serveur distant, et le serveur distant va décoder cette moulinette pour pouvoir utiliser la requête. Donc pour ça, normalement ça se fait tout seul. Votre navigateur est capable de négocier la communication et d'avoir toutes les informations utiles assez facilement. La carte ESP8266, elle n'est pas capable de faire ça. Donc pour ça, il va falloir faire un tout petit truc supplémentaire qui est de récupérer l'empreinte qui permet d'enregistrer le message, qui permet de passer à la moulinette le message. Cette empreinte, c'est ce qu'on appelle une fingerprint. Fingerprint en anglais, donc une empreinte. D'accord? Je vais le mettre en français. Hier, je l'ai gardé en anglais, mais aujourd'hui, on va le mettre en français. Empreinte pour le chiffrement. Cette empreinte, pour l'obtenir, je vais prendre l'adresse de mon Discord et dans mon navigateur, je vais me servir des outils de mon navigateur pour aller récupérer l'empreinte. Donc je vais faire la requête comme ceci et en utilisant les informations du navigateur, j'espère que vous les voyez, je ne peux pas zoomer dessus donc c'est pas exceptionnel. Il y a quelque part, alors si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, c'est pas dramatique, normalement vous n'avez pas à le faire avec un navigateur classique. Pourquoi je peux pas voir la page, l'onglet réseau? Où est-il passé? Mémoire, stockage, accès, performance, réseau, il était là. Moi je le veux ici. Donc dans l'onglet réseau, vous voyez, il y a la communication qui se fait. Et si vous allez voir dedans, normalement, dans la page sécurité, on voit l'empreinte numérique, celle dont je vous parlais juste avant. Et c'est ça qui m'intéresse, donc c'est ça que j'allais récupérer. Donc je récupère ça, et je le colle à la place de celle que j'avais. Qui doit être, voilà, qui doit être évidemment la même, puisque c'est le même serveur. Donc je vais garder celle que j'avais hier. J'enlève juste les deux points. Si ça c'est pas clair, c'est pas dramatique. C'est, encore une fois, normalement, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Là, on est dans un cas particulier de la communication avec un serveur Discord, et c'est un petit peu particulier. Maintenant, on va continuer nos petites aventures. Donc pour ça, je vais rajouter deux nouvelles librairies. La première, ça va être une qui me permet de générer un client secure. Donc un client qui est capable de faire des requêtes sur un réseau sécurisé, sur une communication HTTPS, et non pas juste HTTP comme d'habitude. Donc au lieu d'avoir juste Wi-Fi client, là j'ai Wi-Fi client secure. Et une autre bibliothèque qui va m'intéresser, ça va être ESP8266 HTTP client. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, quand on faisait... Ah, la page web, pardon, merci. Hop. Donc j'étais là. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, quand on a cherché à faire une requête client, on avait fait un truc comme ça. Client send, puis on avait écrit nous-mêmes un truc du genre. Puis après, il avait fallu rajouter client.send, des arguments, etc., etc., etc. C'était un peu pénible. En utilisant ça, on va pouvoir créer un client web, un client qui va nous permettre de faire des requêtes, et au lieu de s'embêter à faire tout ça, on va juste dire client.get ou client.post, et il s'occupera de faire tout ça lui-même, de rajouter tout ça dans la requête lui-même. Donc on gagnera du temps et ça évitera de faire des erreurs.
Donc on continue et on va faire ça dans notre boucle. Hop, je récupère mon code d'hier, qui n'est pas celui-là. Tuto webhook, voilà. Et donc on va travailler de la façon suivante. Tout d'abord, on va créer notre client secure, que je vais appeler client HTTPS. Donc c'est uniquement quelque chose qui me permet de faire un tuyau entre moi et les serveurs de Discord, mais pas n'importe quel tuyau, un tuyau sécurisé, dans lequel la communication ne peut pas être comprise si on n'a pas les bonnes informations. Ensuite, ce client, je vais juste le paramétrer en lui donnant l'empreinte qui permet le chiffrement. Donc celle que j'avais stockée là. Ok? Donc là j'ai mon client, j'ai mon appareil qui permet de faire le tuyau entre moi et Discord. La prochaine chose, ça va être un client HTTP. Donc là, c'est mon client, on va dire, haut niveau, qui permet la connexion entre les serveurs. Et ça, c'est mon client, ma requête, que je vais former pour discuter. Ça, c'est les choses que j'envoie réellement. Donc, la requête, par rapport à la semaine dernière, où c'était juste une requête client toute bête, cette fois-ci, c'est une requête HTTP client, qui permet, comme je disais juste avant, de un peu me pré-mâcher le travail. Au lieu d'avoir à taper get, slash, machin, machin, tout ça, ça va déjà être compris dedans de manière simple. Je vais la paramétrer de la manière suivante. Requête.begin, donc on la prépare. On va lui dire qu'elle travaille avec ce tuyau-là, le tuyau client HTTPS. Salut débutant de 8. Le client HTTPS, et elle va travailler avec la direction URL webhook. Hop. Donc, avec ce tuyau-là, on va chercher à accéder à ce service-là. Ensuite, on rentre dans les spécifications qui sont propres à la communication qu'on va faire avec Discord. Cette communication, elle exige qu'on envoie quelque chose qui est au format JSON. Donc du coup, dans ma requête, je vais préciser que le type de contenu, le content type, c'est du application JSON. Donc la semaine dernière, quand on avait fait client.send get /http /1.1, si on avait voulu continuer avec la même chose, il aurait fallu rajouter un content type deux points. Ouais, je crois qu'il faut mettre deux points. Application /JSON, etc., etc., etc. Il aurait fallu continuer à le faire à la main. Donc là, on gagne pas énormément de temps, je vous l'accorde. C'est exactement pareil. Mais on n'a pas les autres trucs à mettre. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, il nous faut une payload. Donc la payload, pour une requête Discord, pour le webhook Discord, la payload, elle doit avoir la forme suivante. Content. Là, il va falloir mettre un message. Donc le message tout simplement qu'on veut poster sur le Discord. Et c'est tout. Il faut juste une clé, content, et un contenu. Donc là, en l'occurrence, un message. Donc là, on va envoyer juste un message tout bête. Mais tout à l'heure, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un truc comme ça. Température. Deux points, la température. Et ensuite, humidité. Humidité. Deux points. L'humidité. Tout à l'heure, on fera ça. Donc, on fait notre payload. String payload. Qui va rien valoir pour l'instant. Et on va la préparer. Payload égale tout d'abord un crochet. Puis après le crochet, je veux une clé. Formater tout pareil. Je veux une clé qui s'appelle content. Content. Deux points. Puis, après ma clé, je veux un contenu. Donc le contenu, ça va être... Coucou tout le monde. J'en sais rien. Le bot vous salue. Le bot dit bonjour. Voilà, il va dire ça le bot, il sera content. Et après, je ferme ma payload. Donc là, on est sur du format JSON.
Et maintenant, pour l'envoyer, on a juste à faire requête, je vous enlève ça pour l'instant, requête.post. Ça va s'occuper de tout préparer, tout mettre en forme, donc en rajoutant le post, slash, machin, machin, l'adresse, etc., etc. La payload qu'on a là, donc au format JSON. D'ailleurs, bon, je vais pas l'afficher, on va dire que c'est bon. On aurait pu l'afficher dans la vraie série. Ça, je me suis pas trompé. La payload, et tout ça, oups, tout ça, ça va nous renvoyer un code HTTP. Si tout se passe bien, le code va être supérieur à 0 et valoir OK. Et si tout se passe mal, il faudra quelque chose de différent. Donc, je vais rajouter une condition. Ah, voilà. Je vais rajouter une condition. Si mon code est bien supérieur à 0, alors la requête a bien été effectuée. Et après, elle est bien effectuée et a fonctionné. Et donc, on peut afficher quel est le code. S'il vaut OK, dire que la réponse s'est bien passée. Afficher le contenu de la réponse. Et si ça n'a pas fonctionné, on précise pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et après, histoire de ne pas faire ça sans arrêt, on va se faire une petite pause. Délai de 10 secondes. Alors pour l'instant c'est brutal parce que ça va bloquer mon client qui est ici. Tout à l'heure on verra comment l'améliorer. Pour l'instant je vais juste faire en sorte que ça fonctionne. Juste pour tester. Donc, là, j'ai oublié comme d'habitude mon point virgule. Exactement la même faute hier. Et bah là c'est pareil, j'ai oublié un point virgule. Un point là, et j'espère que là c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà, donc ma carte elle est toujours en fonctionnement à côté de moi. Elle est toujours en marche, ça charge le programme. Suspense insoutenable. Terminé. Et donc normalement, dans le Discord, on va voir exactement le bot qui nous dit bonjour. Donc là on a vu le code est 204, ça veut dire qu'on a eu une réponse positive, puisque c'est un code 200. Les codes 200 c'est les codes que comme quoi tout fonctionne. Et donc si on va sur le Discord, on voit que le bot est bel et bien en train de nous écrire. 15h50, ça tombe bien, il est 15h50. Donc là normalement dans quelques secondes, il va continuer à nous envoyer dans une minute. Voilà. Il continue à nous envoyer, etc. etc. Donc ça marche, c'est plutôt bien. Maintenant, là le problème c'est qu'on bloque avec le delay, on bloque notre client. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser un délai qui n'est pas terrible, on va prendre la fonction, on va utiliser la fonction mili. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout ça, on va rajouter un gros if mili, donc le temps qui s'est écoulé, moins le temps qu'on va enregistrer est supérieur à 0. Donc si on a une différence, pardon, pas 0, est supérieur à 10 000 par exemple, si on a une différence de plus de 10 000 millisecondes entre l'instant maintenant et le dernier instant sauvegardé, alors dans ces cas-là, on fait l'émission. Donc j'englobe tout ça, hop, dans un bloc. Voilà, je décale pour que ça soit joli. Et du coup, à chaque passage dans la boucle ici, je vais sauvegarder le temps. Voilà. Comme ça, on va s'assurer que toutes les 10 secondes, on fasse l'émission. Là, milli, moins temps. Si temps vaut 0 et que milli vaut 10 000, alors c'est bon. Et si temps valait 5000 et ça vaut 10 000, alors faut attendre. Et on passe le if, on n'y va pas. Et du coup, ça ne bloque plus le fonctionnement et ça ne bloque plus les accès clients. Ok? Salut Chris. T'étais déjà là hier soir, tu vas tout connaître par cœur, toi. Je pratique les temps de chargement du programme, ça me permet de boire. Alors, je vous rebascule sur le bot, mais vous voyez, ça bug? Non, pourquoi tu dis que ça bug?
Pour moi, tout fonctionne. On reçoit bien le code E204, donc tout va bien. Il faut attendre 10 secondes normalement, mais ça doit... Voilà. Pour l'instant, tout fonctionne. Et normalement, si on essaie d'accéder à la carte... Ah bah, par rapport à tout à l'heure, la température s'est remise à fonctionner. Magique. Donc normalement, vous êtes toujours en mesure à la fois... On a toujours à la fois le poste en tant que client dans le Discord, et en même temps, l'accès en tant que serveur. Vous voyez, ici. On a toujours l'accès serveur, ici. Donc dans le Discord c'est bien, mais on poste juste un message un petit peu nul pour l'instant. Nous ce qu'on veut c'est d'avoir la météo. Donc on va faire ça tout de suite en complétant notre fonction. Hop. Ici, dorénavant, la payload, au lieu qu'elle contienne une chaîne de caractères qui dit le bot dit bonjour, eh bien tout simplement on va faire comme on a fait pour la fonction de température. On va rajouter pardon. On va compléter tout ça. Donc, je modifie tout ça. On récupère l'humidité, mon capteur lire l'humidité. On récupère la température avec mon capteur lire la température. Et on refait notre payload avec de nouveau la clé content, puisque ça c'est exigé par Discord. Puis la chaîne de caractères, température égale, on transforme la température en chaîne de caractères degrés Celsius. Une petite virgule pour faire joli. Et l'humidité égale l'humidité %. Et on ferme. Et là, comme ça nous permettra d'avoir, de manière la plus jolie qui soit, sur le serveur Discord. J'avoue que ça spamme énormément. Alors, supprimer le message. Supprimer. 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 Je fais un peu le tri sur le Discord parce que c'est la folie, sinon on va plus s'y retrouver. Alors, il s'est mis à poster la température du coup. Du coup, hop, si je passe sur le Discord, vous voyez qu'il se met à poster la température. Bon là c'est un gros échec parce que le capteur a déconné. On va le cacher. On cache l'échec. Mais là on voit bien qu'on a la température qui arrive et l'humidité. Si je pose mes doigts boudinés sur le capteur, alors si ce dernier veut bien se mettre à fonctionner, on va voir la température et l'humidité qui vont augmenter. Décidément on aura tout quoi. Truc négatif qui n'a rien à faire là. Nan. Tout est parfait. Voilà. On voit l'humidité qui augmente. La température elle va sûrement augmenter un petit peu aussi. Donc vous voyez que notre bot, enfin notre carte Arduino qui se comporte comme un bot, fonctionne bien toutes les 10 secondes. Et qu'en plus, via le navigateur, on peut toujours accéder aux données. Donc on a bien les deux fonctionnements en même temps. Juste dommage que le capteur déconne, je suis vraiment déçu. Bon, tant pis. Tant pis, ça fera avec. Et voilà, vous savez tout. Vous savez tout faire. Et du coup, c'est comme ça que ça se conclut. Et oui. Ouais, ne jamais acheter. Alors ça m'avait été offert. Donc il m'a pas coûté très cher. Faut que je vais lui dire qu'il poste toutes les minutes parce que là ça commence à spammer, c'est un peu relou. Alors, je laisse tourner en tant que serveur, mais je vais juste enlever la requête. Je vais juste lui dire d'arrêter de poster parce que c'est relou. Nah. Vous pouvez continuer à jouer avec. Il faudrait que je mette toutes les 120 secondes, toutes les 2 minutes. Voilà. Et donc voilà, ça fait un trimestre qu'on était ensemble, qu'on est ensemble même. Un trimestre qu'on a tout vu. Donc à partir de là, si vous retournez voir sur le YouTube, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, à partir de là, vous avez vu à peu près tout ce qu'il faut pour être un peu autonome avec Arduino. Vous savez faire des programmes simples, des conditions, des boucles. Vous avez vu comment fonctionnaient certains capteurs, comment fonctionnaient les moteurs, de l'affichage, de la voix série pour débugger vos programmes ou pour envoyer des informations vers un ordinateur, etc. etc. Vous avez vu gros morceaux de l'écosystème Arduino pour pouvoir être autonome. Donc à partir de là, vous êtes capable de faire vos propres programmes. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il y a le Discord pour aller les poser. Il y a un salon entraide.
en trade. Et il y a aussi un salon vos créations. The Boss Fire, est-ce que tu sais comment utiliser Raspberry Pi et réaliser un PCB? Oui et oui. Alors, la Raspberry, c'est une question qui m'a été posée hier soir. Est-ce que ça serait possible que sur le même format, je fasse des tutos sur la Raspberry? Et je t'avoue que j'y avais pas du tout pensé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais y réfléchir. C'est plus complexe, parce qu'on parle quand même d'un vrai ordinateur. Alors on peut faire plein de choses du coup, on peut faire du Python, on peut faire plein de trucs. À la différence près que par rapport à un vrai ordinateur, on peut aussi utiliser des petites broches pour faire des signaux et des trucs comme ça. Donc c'est un peu plus complet qu'un vrai ordinateur. Donc ouais, pourquoi pas, je vais essayer de voir ça. Réaliser un PCB, ça pourrait peut-être faire un tuto. Faut que j'y réfléchisse, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Non, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Mais réaliser des PCB, ça fait partie des choses que je sais faire, pour lesquelles j'avais été formé. Passer à l'Atmega seul, ouais, alors pour le coup, des tutos, il en existe plein sur internet pour juste utiliser un Atmega tout seul. Je sais pas si j'aurais une grosse valeur ajoutée à relire un tuto qui fait ce genre de choses. Ton code pour envoyer sur Discord il est dispo? Non, mais je pourrais le mettre disponible. Je pourrais le mettre quelque part. C'est une bonne remarque, Chris. D'ailleurs, sur le blog, j'ai fait un tuto. Alors, pas pour faire avec de l'Arduino, mais pour faire avec un script Python. Alors, faire un bot Discord. Voilà. Si vous savez programmer en Python, j'avais fait un article à ce sujet. Mais c'est vrai que je pourrais poster ce code-là avec l'Arduino. Ça pourrait être intéressant. C'est une bonne remarque. Mais sinon, ça sera sur YouTube à la fin de la semaine. Je tapais dans ma tablette qui tient mon écran. Tout fait vibrer. Et oui, qu'est-ce que je racontais? Oui, Raspberry. Faire des PCB, je pourrais m'y pencher sur la question. C'est pas mon domaine de prédilection, mais faire des choses simples, je suis en mesure de les faire. Donc faire d'abord le circuit au format schematics, donc juste placer les composants, etc., les préparer. Puis après, transformer ça dans un vrai PCB. Je pense que ça serait bien de le faire en deux fois. D'abord, le premier sur faire un PCB, pardon, sur faire le circuit, et ensuite faire un PCB. Faire deux cours sujet. C'est une bonne remarque, je vais le noter. Je vais le noter parce que c'est intéressant. Je prends mon petit cahier. Idée. Tuto live. Tuto live. Raspberry Pi, mais ça va être un gros truc. Faire un PCB. PCB. Sécurité. Alors il y a toujours ce projet qui n'est pas encore concrétisé de live sur la sécurité domestique, la sécurité électrique à la maison. Alors tout ce qui est disjoncteur, différentiel, etc. Alors t'enflamme pas, hein. Je dis que j'essaierai d'y penser. Je sais pas encore si je vais le faire. Parce que ça va me demander, il faut que je me renseigne sur les logiciels qui existent, qui sont gratuits, parce que je vais pas aller vous faire travailler sur des logiciels payants. Donc il y a KiCad et d'autres, etc. Donc ça va demander, faut que je vois ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ouais, je peux y réfléchir. Je peux y réfléchir. Je note hein, les idées en plus qui ont été proposées hier soir. Hop. Mais c'est une bonne idée ça, j'aime bien. C'est pas trop compliqué, ça devrait pas être trop difficile, donc ça peut être intéressant à faire. Et puis c'est tout. Bon après il y aura, quand j'ai des idées, ou quand vous avez, si vous me posez des questions qui peuvent remplir un créneau, ou s'il y a plusieurs questions qui peuvent être mises entre elles pour faire un créneau, j'hésiterai pas à en faire. Ouais c'est ça, il y a la rubrique suggestions, entraide, etc. Donc j'hésiterai pas à aller faire des trucs un peu plus complets, si jamais vous avez besoin. Et sinon, bah, on verra. Il y a le Discord pour les questions, il y a le blog pour les réponses. Et sinon, bah ouais, on verra bien comment on fera. Qu'est-ce qu'on pourra faire? C'est bien le Discord. Je vois, Chris, que tu as appris les commandes par cœur. C'est très bien.
Mon Twitch il déconne à gogo, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Il veut pas aller me chercher les catégories. C'est bizarre. Science et technologie. Bah oui. C'est bizarre. Alors. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Est-ce que vous avez des questions? Je suis un bot. Et s'il n'y a pas de questions, comme tous les mercredis, je m'en vais plutôt, ou tout du moins je ne perds pas trop de temps, puisqu'il va falloir que j'aille m'occuper de ma petite famille. Donc du coup, je vais vous abandonner rapidement. Toujours est-il que s'il y a d'autres lives qui se mettent en place, il y en aura, je vous avertirai sur le Discord, et peut-être en message sur YouTube, mais certainement sur le Twitter. Donc si vous ne me suivez pas sur l'un ou sur l'autre, vous risquez de passer à côté. Donc essayez au moins de... Si tout ce qu'on a fait vous intéresse, essayez au moins d'avoir accès à un des deux canaux pour être au courant. Est-ce qu'une Arduino coûte moins cher si on la réalise seule avec PCB? Ah non, c'était pas une question, c'était une affirmation. Oui et non, parce que tu n'as pas les moyens que les industriels ont. Et toi, si tu l'as fait toi-même tout seul, tu vas devoir faire une seule pièce à l'unité, et ça coûte cher. Parce que faire un tirage PCB tout seul, c'est pas forcément rentable. Il faut en faire en volume pour que ça soit intéressant. Donc, ou alors, il faut que tu aies accès aux moyens de production toi-même du PCB. Donc le bain d'acide, le révélateur, l'UV, etc. Tiens, ça serait intéressant de présenter d'ailleurs comment on fait un PCB point de vue purement de la mécanique de l'industrie. Et du coup, le faire tout seul. Alors à moins que tu aies accès à ces moyens artisanaux pour le faire toi-même, ça revient cher parce que un industriel, quand il va créer le PCB, il va mettre en place une chaîne de production. Et pour faire 5 pièces, c'est pas super rentable pour lui, parce que ça demande à ce qu'il y ait un employé qui fasse le machin, qui vérifie tes plans, machin, truc, etc. Donc ça coûte de l'argent. Donc c'est pour ça. Là où un industriel, quand il va faire 10 000 pièces, bah les 10 000 pièces, ça va s'amortir. Il peut lisser le prix. Tu vois, quand un industriel, il va mettre en place la machine pour faire 10 000 PCB, bah, l'employé qui va mettre tout ça en place, il va travailler pendant 1 heure par exemple, et après la machine elle va bosser toute seule pendant 8 heures pour faire les 10 000 pièces. Alors que si l'employé doit travailler 1 heure pour faire 5 pièces, bah, il va travailler 1 heure et la machine elle va tourner 5 minutes, donc ça va pas être terrible. Ouais, c'est réaliste en breadboard, c'est envisageable. C'est envisageable, pas forcément aux mêmes vitesses, avec la même fréquence de fonctionnement, parce que du coup le quartz c'est pas toujours optimal sur breadboard, mais à des vitesses un peu moins élevé, alors il faudrait qu'on revienne sur ces aspects-là, c'est jouable. Je pense que si tu tapes dans Google, la breadboard Arduino, si tu vas dans Google Images, tu dois trouver, je pense, des illustrations qui font ce genre de choses. Ça me semble réalisable. Bon, évidemment, c'était peut-être pas les bons mots-clés. Mais si, c'est les bons, on en trouve. Afficher l'image. Afficher l'image. Copier l'image. Copier l'adresse de l'image. Voilà. Tu vois, regarde, c'est réaliste. Oh là là, c'était pas terrible comme lien. C'est un peu nul en fait. Merci Quant. Nah, je vais refaire mon message. Non! Delete ce message. Ça! Voilà, c'est mieux. C'est moins pire. Heureux. Bah, t'arrives à la fin? Enfin, tu reviens à la fin. Du coup, on va tenter un truc. Alors, j'ai voulu m'amuser avec Twitch hier, et ça a été un échec total. On va réessayer parce qu'on n'a pas peur. Tableau de bord des créateurs. Hier, j'ai voulu faire un raid sur une chaîne. Ça a été un échec. Un raid, c'est quand je vous balance tous sur une autre chaîne parce que moi j'ai fini et que j'ai envie de vous laisser entre de bonnes mains. Et j'ai vu qu'il y avait une personne qui fait de la programmation, qui s'appelle Pampa TV. Et ça avait l'air assez sympathique ce qu'il fait. Alors, c'est de la programmation web, mais si ça vous intéresse, il a l'air de faire des trucs intéressants. Et notamment liés à Twitter et à Discord. Ah non, c'est son Twitter et son Discord. Il a l'air de faire de la programmation web, ça a l'air intéressant, donc si ça vous intéresse, écoutez, je vous invite à aller voir. Donc dès maintenant, je vais vous faire plein d'au revoir. Je vous souhaite une très bonne semaine
Des vidéos seront sur le YouTube à la fin de la semaine, comme d'habitude. Et du coup, je vous envoie chez l'ami Pampa TV. A très bientôt, je vous tiens au courant sur Twitter et sur Discord pour les autres lives. Et d'ici là, amusez-vous bien. Salut, salut! Si ça l'était pas, t'hésites pas. Hein. Comment je vais débugger ça quand un truc pourri qui traîne? De rien, de rien. Là, je devrais. Ça n'a pas marché. Pourquoi il me demande de faire ça, quoi? C'est fou. On voit que moi, mais. Boum! J'avais pas cliqué le bouton. Parents. Là, je rafraîchis la page. J'ai deux formulaires en fait. J'ai un formulaire global. Non, j'ai un formulaire qui devrait intégrer un autre formulaire. Mais il se fait pas. Comme on peut le voir là, il se fait pas. Et il faut que je fasse un blur. Donc là, je clique sur ce champ-là. Je ressors et là, on voit que ça y est, l'autre formulaire vient de se plugger dessus. Alors ça va pas. Clairement, je vais pas attendre que je clique sur le truc pour qu'il se passe des choses. Surtout que moi, je voudrais faire un traitement avant. Mais je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Bonjour, le raid a fonctionné. Bonjour, Esquimon. Esquimon, merci beaucoup pour ton raid. C'est très gentil. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Je sais pas dans quel fuseau horaire vous êtes, mais bonjour. Merci beaucoup pour le raid. C'est très gentil. T'as passé un bon raid, un bon stream, Esquimon. Bienvenue, Chris. Bienvenue, Chris. Europe. Bonjour. Comment tu fais pour connaître toutes ces choses dans le code? Ben, c'est l'expérience, ça ce qu'il y a encore. Tu sais, il y a des gens encore pires que moi. Regarde là, il y a un mec dans le chat, il y a plusieurs mecs. Il y en a un qui s'appelle Vaga, l'autre qui s'appelle Ideo. Et ils savent encore plus de choses que moi. Nickel, plein de gens sympathiques. Je te confie entre de bonnes mains, j'en suis sûr. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour le raid encore une fois. Et nul doute que... j'espère que ça va intéresser les gens ce que je suis en train de faire. Moi, je suis en train de faire un site de bons plans, un truc à la D-Labs. J'étais justement en train d'en parler, c'est rigolo. Un truc à la D-Labs, peut-être que vous connaissez D-Labs. C'est un site de bons plans où voilà, vous avez les gens viennent mettre leur deal dessus. Voilà. Moi, ça fait 4 ans que je bosse sur un truc similaire, mais en version améliorée. Parce que ça va pas juste être un site de bons plans, vous allez avoir des fiches de produits qui, là, pour le coup, ça va s'inspirer des sites de comparateurs. Qui pour moi ont des problèmes. Enfin, pour moi, les sites de bons plans ont des problèmes, les sites de comparateurs ont des problèmes, les sites de... Enfin, voilà, ça s'inspire de plein de modèles. Et j'ai essayé de fusionner un petit peu tout ça pour essayer de faire un truc qui, pour le coup, devrait convenir à tout le monde sans avoir trop de lacunes. Et je pense que j'y arrive. Ça fait 4 ans que je bosse dessus et on devrait avoir une sortie d'ici quelques semaines. Je pense d'ici un mois, un peu plus d'un mois, on devrait avoir une sortie. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, franchement, je pense que vous devriez regarder un petit peu et je suis nul doute que ça devrait vous intéresser si vous achetez des choses sur internet, évidemment. T'es chez toi, ça marche plus. Il me connaît, je pense. Je suis déjà passé chez lui. Oui, The Boss in Fire, oui, ça me dit quelque chose. Il y a un code promo. C'est pas un truc que tu as acheté, c'est gratuit. Ça sera gratuit, Chris. C'est un site internet. C'est une plateforme. Salut mon bon Zélus. Ça va et toi? Et bonne chance, car il en faut un peu aussi pour lancer un projet d'envergure comme ça. Merci beaucoup, tu as raison. Après 4 ans de dev, il en faut de la chance et du courage, enfin, un peu de tout ça. Mais ça va, je pense que si j'avais dû abandonner, ça aurait déjà été fait. Donc là, on